Merci d'être si nombreux aujourd'hui. Je suis particulièrement heureuse d'introduire Bahar pour la présentation de son livre. Une année à Clichy, ville qui rêvait qu'on l'oublie, qu'elle a écrit avec une autre jeune journaliste, Joséphine Lebar. C'est un livre, à mon avis, très important pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense qu'il est l'illustration d'un journalisme au sens noble. C'est pas un livre qu'on écrirait à partir des dépêches. C'est pas un livre qu'on écrirait à partir des analyses savantes ou en recueillant des récits dans les réseaux sociaux. C'est un livre qui décrit et décrypte un événement sous tous ses angles, bien sûr, mais de l'intérieur, en vivant, en racontant, en rencontrant ceux qui ont vécu ou subi l'événement. C'est un livre journalistique au sens noble parce qu'il n'abandonne pas l'événement. Les journalistes qui ont écrit ce livre n'ont pas abandonné l'événement. En général, un événement, quand il se produit, il fait beaucoup de bruit et ensuite il est oublié. L'événement qui a constitué le noyau de ce livre, qui s'est passé il y a 10 ans et qui est centré sur la mort de 2 jeunes adolescents dans un générateur parce qu'ils fuyaient des contrôles policiers. Ces journalistes, en fait, ont retourné sur les lieux pour voir ce que l'événement a laissé comme trace, comme séquelles à tous ceux qui l'ont subi, qui l'ont vu passer. Et c'est aussi un livre qui illustre l'idée de vivre ensemble dans la diversité. Pourquoi je dis ça? Les 2 auteurs de ce livre, qui ont grandi à Clichy, l'une est issue d'une famille de la bourgeoisie moyenne, l'autre fille des militants iraniens en exil, l'une blonde, l'autre brune. Ce qu'elles ont à première vue de commun, c'est d'avoir vécu et grandi à Clichy-sous-Bois. Dans le même département, mais pas à Clichy. Ah oui, dans le même. Loin. Oui. Qui ont fréquenté l'école publique, qui ont aimé ce département et qui ont travaillé ensemble dans une volonté de rencontrer les acteurs ou les spectateurs ou
les concernés des événements de Clichy-sous-Bois. Et je pense que le fait qu'elles aient choisi à donner chacune leur récit, leur rencontre, et le fait qu'elles ont partagé ensemble ce travail et ce qu'ils ont vécu pendant qu'elles faisaient ce travail, montre que ce travail mixte, en fait, dans un terrain mixte, sur une population mixte, de chômeurs, de travailleurs, de marginaux, des travailleurs sociaux, des gens qui aiment transformer cette réalité, ça donne quand même un modèle de travail de ceux qui veulent transformer ces banlieues qui rencontrent des difficultés de plus en plus diverses et de plus en plus graves parfois. Et le fait que la ville a accueilli ces deux journalistes beaucoup mieux que les autres, parce que c'est une ville qui en avait marre de journalistes. Mais en fait, les gens ont adopté ces deux jeunes journalistes. C'est parce qu'il y avait quelque chose de plus que du journalisme reconnu dans ces deux personnes. Parce qu'ils ont vu qu'ils aimaient cette ville, qu'elles voulaient que ça change, qu'elles voulaient une écoute. Et donc c'est pour ça que ce livre a pu voir le jour. Et je pense que tous les milieux et toutes les banlieues qui ont des problèmes et qui aspirent à changer peuvent s'inspirer de ce travail en commun entre deux personnes venues des horizons différents et illustrant la diversité, parce que l'écoute des populations s'opère beaucoup mieux quand elles voient des gens qui ont vécu un peu la même chose. Donc, la transformation, l'intégration, je pense, passe par des personnes qui ont vécu l'exil ou l'immigration ou la marginalité ou l'exclusion. Et ce sont en grande partie ces personnes-là qui peuvent changer cette réalité. Juste une dernière remarque avant de passer la parole à Bahar, et là tu peux ne pas écouter ce que je dis. Ce que je vais dire, c'est un peu intime, mais tout à fait partageable. Bahar est de ces personnes dont la présence et le travail nous fait du bien. C'est comme le printemps. Et bon, ça fait une dizaine d'années que je la connais. Et je suis toujours épatée de ce mélange d'affection et d'attachement qu'elle a pour l'Iran et qui m'a touchée dès le premier moment. Elle avait 1 an et demi quand... Oui, 1 an et demi, 2 ans. 1 an et demi, 2 ans quand elle est venue en France.
Mais quand elle parle de l'Iran, quand elle suit vraiment ce qui se passe en Iran, c'est comme si elle venait d'arriver. Mais en même temps, elle est capable du recul par rapport à la réalité en Iran. Et c'est pour ça que je dis que elle est à la fois une enfant pour l'Iran et une maman. Parce que elle aime beaucoup l'Iran, mais elle ne perd pas son regard critique et son recul. Voilà, je vous laisse avec Bahar et ce livre dont elle vous dira la gestation, l'histoire et tout. Merci. Merci beaucoup, c'est vraiment touchant ce que tu viens de dire. Et ça m'encourage beaucoup. Je le dirais à Joséphine aussi, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui est ma co-auteure, Joséphine Lebar, avec qui j'ai écrit le livre. Et ça nous fait du bien parce que c'est pas évident de travailler sur la banlieue. On n'y croit pas toujours. L'éditeur qui a permis qu'on fasse ce travail, je pense qu'il faut le remercier aussi parce que c'est pas évident. Il nous a dit la banlieue ça se vend pas, mais c'est pas grave, c'est un beau projet. Et puis je pense qu'on a de la chance aussi parce que je connais beaucoup de collègues journalistes qui aimeraient bien avoir le temps de travailler 1 an comme ça sur un an totalement sur un sujet, pouvoir passer 1 an sur le terrain. Et c'est ce qu'on a fait. En fait, quelqu'un m'a demandé si on avait habité là-bas pendant 1 an. C'est pas le cas. En fait, on continuait de travailler à côté parce qu'il fallait gagner de l'argent, parce qu'un livre ça rapporte pas trop. Mais du coup, dès qu'on avait du temps libre, et on a essayé aussi d'en dégager, on essayait d'y aller le plus souvent possible. Je pense qu'on y allait au moins 2 jours par semaine. Puis quand on était 2, parfois on s'est partagé le travail. Et qu'est-ce qui nous a poussé à écrire ce livre? C'est parce que Joséphine et moi, donc Joséphine avec qui j'écris le livre, on s'est rencontrés quand on était adolescente. Moi j'avais 13 ans, elle en avait à peu près 15, dans des ateliers d'écriture pour les enfants du 93, parce qu'à l'époque on était les enfants du 93. Moi j'ai grandi à Rosny-sous-Bois et elle à Pavillon-sous-Bois, Pavillon-sous-Bois c'est très très proche de Clichy, Rosny-sous-Bois c'est un petit peu plus loin, mais c'est des villes du même département. Et on s'est rencontrés dans des ateliers d'écriture pour les jeunes, on s'est perdu de vue. Et puis on s'est retrouvés plus tard et on s'est dit qu'il fallait qu'on travaille ensemble sur ce projet parce que toutes les deux on est journalistes et elle toujours habitante de Seine-Saint-Denis, moi ancienne habitante de Seine-Saint-Denis, mais c'est un département qu'on connaît bien et on souffrait quand même de voir ce département pas décrit comme on le connaît à travers les articles qu'on pouvait lire ou les reportages surtout télévisés qu'on pouvait voir. C'est un département qui est souvent sensationnalisé, qu'on voit souvent à travers les faits divers, parce qu'en même temps, il s'y passe aussi beaucoup de choses assez dures, assez graves, mais quand on n'y habite pas, c'est vrai que parfois, les habitants en France peuvent avoir une vision assez déformée de la Seine-Saint-Denis, et nous, ça nous fait souffrir, parce que les habitants de la Seine-Saint-Denis, c'est nous. C'était nous, les jeunes de la Seine-Saint-Denis, les jeunes de banlieue, c'est nous. Voilà, et il y a des gens qui ont peur de nous, il y a des gens qui ont peur de moi, de mon frère, voilà. Et donc ça nous faisait un petit peu mal et on s'est dit on va essayer de le raconter autrement. Puis on avait aussi cette curiosité-là de voir comment ça se passe à Clichy 10 ans après. Phalangis l'a rappelé, en 2005 à Clichy, 2 adolescents, donc Ziad Benna et Bouna Traoré, qui avaient 15 ans et 17 ans à l'époque, ont fui un contrôle de police. Donc il y a une course-poursuite entre la police qui a couru après ces 2 enfants pour les contrôler et les enfants avaient peur de la police. Et ils ont fui, ils ont couru, ils ont fini par se cacher dans un transformateur EDF, c'est une sorte de petite centrale électrique, et ils sont allés se cacher au pire endroit, sans savoir que c'était le plus dangereux. Alors il y a des panneaux quand même, danger de mort, etc.
Mais alors, soit ils n'avaient pas vu les panneaux, enfin c'est dur de savoir a posteriori ce qui s'est exactement passé. Ils se sont cachés au pire endroit et ils sont morts, électrocutés à 20 000 volts. Donc voilà, ils sont morts tous les deux. Il y avait un troisième jeune qui, lui, s'en est sorti, mais il est dans un état mental pas possible. L'année dernière, il y a eu le procès, 10 ans après, des policiers, de 2 policiers, qui ont été accusés de non-assistance à personne en danger, et ils ont été acquittés. C'est très compliqué. On a suivi le procès, si ça vous intéresse de lire les détails dans le livre. Donc les policiers ont été acquittés, passons. Mais en gros, donc, cette ville, ensuite, le soir de la mort des enfants, les jeunes se sont rassemblés autour du transformateur EDF, ainsi que la famille des deux jeunes décédés. Il y a eu beaucoup de colère, d'incompréhension, ils ne savaient pas très bien ce qui s'était passé, tout de suite ils ont accusé la police, et ils étaient aussi, voilà, ils voulaient des réponses qu'ils ne pouvaient pas avoir tout de suite. Une partie des jeunes se sont énervés, et dans la soirée, des jeunes ont commencé à caillasser, donc jeter des pierres sur des voitures de police, à brûler des voitures, et ça s'est répandu assez rapidement, de façon assez étonnante, dans le département, dans les villes à côté, et puis en France, et puis pendant plusieurs mois. Et donc c'est ce qu'on a appelé les émeutes de 2005. Alors certains disent émeutes, certains aiment employer le mot de révolte urbaine, et ça a conduit à décréter l'état d'urgence. Je me souviens plus si c'est dans toute la France ou une partie, ou juste dans le département, mais c'était un phénomène c'était assez fort. Et donc il y a eu beaucoup de journalistes à Clichy-sous-Bois en 2005, dans les années qui ont suivi, et très souvent, dès qu'il fallait illustrer un phénomène de banlieue, les journalistes allaient à Clichy-sous-Bois, c'était la banlieue par excellence, avec toutes ces caricatures et tous ces problèmes, et puis voilà. Et donc c'est vrai qu'on s'est dit 10 ans après, comment ça se passe, est-ce que les gens y pensent toujours, et puis comment la ville a évolué, et puis c'est bizarre en fait, on avait envie d'aller là où on est dans une ville où on nous rejette. Peut-être qu'on avait aussi un petit peu envie de... Enfin, c'est pas notre rôle, mais peut-être qu'on avait envie de recréer ce lien qui était cassé. De montrer aux journalistes qu'on pouvait retourner là-bas, que ça pouvait bien se passer, de montrer aux habitants que bah voilà, on est journaliste, mais on n'a pas des cornes de diable, on va pas forcément déformer tout ce que vous dites, et puis peut-être qu'on se ressemble en fait quand même. Donc voilà, on a passé comme ça un an à Clichy-sous-Bois. Et ce que je peux vous dire aussi, peut-être avant de vous parler du livre en détail, c'est vous présenter un tout petit peu Clichy en quelques chiffres. Alors je ne vais pas vous donner trop de chiffres qui vont vous donner le tournis, mais c'est pour situer un petit peu la ville. C'est une ville de 30 000 habitants, donc j'ai vu que Créteil c'est à peu près 90 000 habitants. Donc ici c'est une ville qui est 3 fois moins de monde qu'à Créteil. C'est intéressant parce qu'à Clichy, les moins de 25 ans représentent plus de la moitié de la population. En fait, ça me rappelle un petit peu l'Iran. J'ai pas exactement les chiffres de l'Iran en tête, mais l'Iran est un pays très jeune. Clichy-sous-Bois est une ville très jeune aussi. Ce qui est intéressant aussi, parce que tous ces jeunes qui grandissent à Clichy-sous-Bois, c'est la France, c'est l'avenir de la France. Le taux de chômage à Clichy est 2 fois plus important que la moyenne nationale, et il frôle 40% dans certains quartiers. Ce qu'on peut dire aussi à Clichy, c'est qu'il y a 33% d'étrangers et qui sont de 90 pays d'origine différents. À Clichy, on parle plus de 70 langues. Voilà, donc peut-être que je ne vais pas vous assigner de chiffres, j'en donnerai peut-être d'autres plus tard. Ici, quand même, Clichy, c'est la ville la plus pauvre de Seine-Saint-Denis, qui est, je pense, le département le plus pauvre de France aussi. Enfin, faudrait vérifier ça, mais je crois que Clichy, c'est une des villes les plus pauvres de France. Je crois qu'elle est dans le top 5 des villes les plus pauvres de France. Donc voilà Clichy, et les chiffres, et donc nous on a décidé d'aller à la rencontre des gens, parce que derrière les chiffres aussi il y a des gens, des personnalités, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de se fondre dans la masse d'abord, de se balader, de se promener dans la rue, d'essayer de faire comme les habitants, d'aller là où ils allaient, et peut-être au départ de pas forcément dire toujours qu'on était journaliste, mais ensuite quand on était en confiance avec les gens, de commencer à leur expliquer ce qu'on faisait. Donc on essayait de comprendre déjà ce qu'eux faisaient dans la ville et de faire comme eux.
Par exemple, on est allé s'asseoir sur les banquettes du McDonald's. Alors à Clichy, il y a un McDonald's qui est un des lieux de sociabilité de la ville pour les jeunes, par exemple, parce qu'il y a une terrasse sur le McDonald's. Il n'y a pas beaucoup de restaurants et de cafés à Clichy, comme il y aurait par exemple à Paris. Créteil, je ne connais pas très bien. Mais donc il y a ce McDonald's où vont beaucoup de jeunes, avec la terrasse, quand il y a du soleil, elle est pleine, et puis il y a la vue sur le commissariat. Et là, on s'est assis à la terrasse, et puis on a parlé avec les jeunes, et c'est un lieu où on peut échanger assez facilement. On est allé aussi, comme eux, manger dans les fast-foods, les sandwichs grecs, les kebabs. D'ailleurs, on a écrit un chapitre sur la nourriture à Clichy-sous-Bois, qu'on a appelé « Comment j'ai pris 10 kilos à Clichy-sous-Bois ». Alors, en fait, peut-être, c'est vrai que c'est anecdotique, enfin, c'est pas anecdotique, pardon, ça peut faire rire, mais en même temps, il y a des choses assez dures derrière ça, c'est que c'est difficile d'avoir une nourriture de qualité là-bas. Quand on mange dans les restaurants, c'est toujours des choses assez grasses, et on a relié ça à des chiffres. Donc, en Seine-Saint-Denis, c'est un des départements où il y a le plus fort taux d'obésité. Donc on ne fait pas toujours attention à ce qu'on mange. En même temps, on s'est rendu compte qu'à Clichy, on ne gâche pas la nourriture. Par exemple, on se souvient plusieurs fois, même quand on a mangé, par exemple, dans des kebabs avec des frites, avec des jeunes, s'il restait 5 frites sur le plateau, ils demandaient d'emporter les frites à la maison pour les partager. C'est-à-dire qu'on ne gâche pas la nourriture. Parce qu'on n'a pas toujours accès à une nourriture abondante. Donc là, on s'est rendu compte effectivement que quand on dit que c'est une des villes les plus pauvres de France, c'est pas pour rien. La nourriture, elle est précieuse. Ce qu'on a fait par exemple aussi à Clichy, c'est qu'on a pris les transports en commun pour aller à Clichy systématiquement. Donc il faut 1h30 de métro plus RER plus bus pour aller jusqu'à Clichy-sous-Bois. Donc 3 heures de transport, si on compte l'aller et retour. Donc on a fait comme les habitants de Clichy pour se rendre sur Paris, pour ceux qui travaillent sur Paris. Et à Clichy, peu de gens ont une voiture. C'est une ville où le taux de motorisation est assez faible. Donc on a voulu faire comme eux aussi, passer du temps dans les transports. Et aux heures de pointe, dans le bus est plein. Il met encore plus de temps pour amener les habitants jusqu'à Clichy parce qu'il doit s'arrêter aux stations, on doit laisser passer, enfin bref. Et les gens courent pour avoir une place dans le bus. On a voulu essayer de vivre aussi le stress qu'ils pouvaient vivre au quotidien et de décrire ça aussi dans le livre. Et c'est des choses qu'on avait vécues, que moi personnellement j'avais vécu quand j'étais jeune et que j'habitais à Rosny-sous-Bois, et ça m'a rappelé des souvenirs de cette époque aussi où le transport c'était un peu l'enfer. On a dormi dans l'hôtel Formule 1 parce qu'à Clichy il y a un hôtel Formule 1 qui accueille des touristes chinois, enfin accueillait en tout cas, maintenant qu'il y a peut-être moins de touristes en ce moment. Parce que c'est un hôtel pas cher, donc ils dorment là, mais il y a un bus qui les emmène ensuite la journée visiter Paris. Donc à l'entrée de l'hôtel Formule 1, il y a plein de brochures pour Disneyland, le musée Grévin, etc. Mais la moitié des chambres de cet hôtel est remplie par des familles sans papier et des femmes seules avec enfants qui ont été placées là parce qu'elles étaient à la rue, elles sont en demande de logement. Et on s'est dit on va dormir une nuit là-bas pour voir un petit peu comment elles vivent. C'est des femmes qu'on a rencontrées dans le de Clichy. Dans l'hôtel Formule 1, en fait, elles vivent dans une chambre. Donc on a par exemple suivi 2 familles. Il y a la mère et ses 2 enfants. Elles vivent dans une chambre d'hôtel avec juste 2 lits. Donc c'est une pièce de, je sais pas, je dirais 12 mètres carrés. Et elles n'ont pas de cuisine, elles n'ont pas le droit de faire à manger dans l'hôtel parce que c'est dangereux. Et donc elles se rendent à cet atelier d'une association. C'est le Secours catholique qui leur fournit une petite cuisine. Et une fois par semaine, elles ont le droit de cuisiner dans cette cuisine. Elles peuvent cuisiner et elles préparent plein de plats pour la semaine en fait. Parce que sinon, leurs enfants, elles peuvent leur donner soit que de la nourriture froide ou bien aller acheter toujours des kebabs, des McDo, enfin tout ce qu'il y a à côté. Et donc dans cet hôtel Formule 1, il y a quasiment, enfin la moitié des chambres sont remplies par ces familles. Au rez-de-chaussée, il y a un micro-ondes. Et quand on passe la soirée là-bas, on se rend compte qu'il y a la queue devant le micro-ondes. Et on croise une petite fille en pyjama qui va chauffer des coquillettes, une maman qui descend chauffer le biberon de son bébé, ensuite un jeune africain, je ne sais pas de quel pays, qui va chauffer un plat avant de retourner dans sa chambre. Et on voit le défilé, quoi. C'est leur cuisine.
Ensuite, on a visité aussi les chambres où vivaient les femmes avec qui on était en contact. On a passé la soirée avec elles et effectivement on s'est rendu compte qu'elles vivaient dans 12 mètres carrés avec leurs 2 enfants. Parfois il y en a un qui était déjà grand, qui avait 17 ans, le lendemain il devait aller à l'école, faire ses devoirs. Donc je sais pas, elle jouait à Tetris dans un 12 mètres carrés pour caser les jouets des enfants, les vêtements, les produits sanitaires, etc. Donc ça aussi c'est une des phases de Clichy et ces femmes-là font aussi partie des habitantes de Clichy. On s'est rendu par exemple dans la fête d'une école privée musulmane qui a ouvert à Clichy-sous-Bois, dans une kermesse, où les parents, la plupart des parents étaient habillés en... Les mamans avaient des djelbeb, je peux dire que je peux le comparer peut-être au tchador iranien, c'est un voile qui se porte des pieds à la tête, quoi, comme un drap qu'on mettrait de haut en bas. C'est un des voiles les plus durs, quoi, en France. Voilà, et on a parlé par exemple avec quelques-unes de ces mamans. Donc, certaines nous ont raconté qu'elles avaient décidé de placer leurs enfants dans cette école privée parce que elles voulaient plus qu'ils fêtent Noël, elles voulaient qu'ils fêtent les fêtes musulmanes. Une autre nous a dit que c'était parce que elle voulait pas que son enfant grandisse en apprenant que l'homosexualité c'est quelque chose de normal et permis. Donc voilà, ça c'est un exemple. On a découvert par exemple qu'à Clichy il y avait une guinguette au bord d'un lac, parce que Clichy c'est une ville très verte, il y a un grand bois, il y a plusieurs parcs, dont un parc avec un lac. Autrefois Clichy en fait c'était que des forêts, et c'était une forêt où allaient chasser les rois français, parce qu'il y avait un bon gibier. Et il en reste encore plein de verdure, donc non ce lac avec cette guinguette où vont des vieux pêcheurs du département. Là c'est vraiment des gens qui ont grandi là, qui ont grandi dans le département, qui maintenant ont quitté Clichy pour vivre dans d'autres villes du coin, mais qui retournent pêcher leurs poissons là-bas entre copains et ils vont boire le vin blanc, etc. Et là par exemple, une des choses qui nous a marqué, alors ils étaient très sympathiques, c'est que sur le frigo, ils ont un petit frigo, donc ils ont une petite cuisine, et sur le frigo il y avait un autocollant qui nous a beaucoup interrogés, sur lequel était inscrit « Ni kebab, ni burger, vive le jambon beurre ». Alors on ne sait toujours pas trop ce que ça veut dire, on n'a pas parlé politique avec eux, mais voilà, c'est resté un mystère pour nous. Voilà, et donc en passant du temps là-bas, on a fait des rencontres. Et dans ces rencontres, donc, le livre il est divisé en une vingtaine de chapitres, et on peut dire que chaque chapitre ça va être un lieu ou une rencontre. Et parmi ces rencontres, je ne sais pas, je peux vous donner d'autres exemples qui nous ont marqués. Il y a celle de Giscard. Giscard, c'est un jeune homme qui est entrepreneur, qui vend des diamants industriels. Et il est d'origine congolaise, et il fait le lien entre le Congo et des entreprises françaises. Et Giscard, la première fois qu'on l'a rencontré à Clichy-sous-Bois, il a dit « Bonjour, je m'appelle Giscard, mais ici à Clichy, on m'appelle Scargy ». Parce qu'il a toujours eu honte de s'appeler Giscard à Clichy, donc il se faisait appeler en verlan Giscard, Scargy. Voilà. Et ça nous a fait rire aussi parce qu'il s'appelle Giscard, il travaille dans le diamant, et que ça nous a rappelé Valéry Giscard d'Estaing qui avait eu des problèmes avec les diamants. Et Giscard, sa mère était haut fonctionnaire autrefois dans son pays, et puis elle a immigré, et maintenant que Giscard est grand, mais quand il était petit, sa mère était femme de ménage dans un hôtel de Paris. Et il a fait beaucoup de bêtises, et puis il a essayé de s'en sortir par l'entrepreneuriat. Bon, il s'en sort plus ou moins bien, il est encore en train de ramer, mais il fait beaucoup de choses, il se bouge beaucoup. Par exemple, il essaye de squatter les réunions du MEDEF. Sur n'importe quelle thématique, Giscard il va pour se montrer, pour se faire des relations. Et Giscard aussi nous a beaucoup touchés parce qu'il nous racontait qu'il avait dans la vie 2 modèles, Jean Valjean et Marcel Dassault. Et ça nous a touchés parce que Les Misérables de Victor Hugo, dans Les Misérables, la famille Thénardier, elle habite à Montfermeil. Et Montfermeil, c'est juste à côté de Clichy-sous-Bois. Et Giscard, quand il était petit à l'école, à Montfermeil, parce qu'il habite à Clichy-Montfermeil, donc lui il habite à Montfermeil, et ce qu'il nous a raconté c'est qu'à l'école il leur faisait jouer la pièce des Misérables.
Donc voilà, ça nous a touchés aussi, parce qu'on s'est demandé est-ce qu'il y a une continuité entre Les Misérables de Victor Hugo à l'époque et les gens de Clichy aujourd'hui qui sont parmi les populations les plus pauvres de France. Et qu'on leur fasse jouer une pièce où ils jouent Les Misérables, alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça, voilà, est-ce qu'ils peuvent sortir de cette étiquette qu'on leur colle et qui est vraie aussi dans un sens que ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Voilà. On a aussi été marqué par Madeleine, qui a 80 ans, qui est une des premières habitantes de Clichy-sous-Bois, on va dire, parce que dans les années 70, en fait, la ville de Clichy a vraiment été construite dans les années 70. Je vous ai dit, il y avait toutes ces forêts, et il y a des entrepreneurs qui ont décidé de construire des beaux, grands bâtiments dans les années 70 avec vue sur les forêts, alors des bâtiments de 11 étages, et de l'autre côté, on voyait la tour Eiffel. Et à cette époque-là, il y a des gens de la petite classe moyenne qui se sont dit bah chouette, on va habiter dans un endroit, on va quitter nos petites chambres à Paris, nos petits appartements à Paris, puis on va habiter dans des appartements un peu plus grands avec vue sur la tour Eiffel, avec la forêt à côté. Et il y avait cette promesse que l'autoroute A87 allait passer par là. Et la 87, elle n'est jamais passée. À cette époque-là, donc Madeleine a acheté, comme plein d'autres petites classes moyennes françaises. Et donc l'autoroute A87 n'est pas passée, Clichy s'est pas développé comme c'était promis dans les brochures. Et puis une partie des gens ont revendu parce que c'était compliqué pour eux d'aller jusqu'au travail, à Paris, etc. Et ça s'est revendu et les appartements ont perdu leur valeur et c'est passé de main en main comme ça, de moins en moins cher. Et en même temps, des propriétaires ont acheté qui avaient un peu moins les moyens et parfois ils se sont retrouvés coincés par les charges, ils n'ont pas pu payer les charges ont augmenté, ils ont eu des dettes, des appartements ont dû être vendus aux enchères, saisis parce que les gens ne pouvaient plus payer les charges, ils avaient trop de dettes. Et ensuite, qui est-ce qui est venu acheter des appartements pas chers aux enchères? C'est des marchands de sommeil. Et il y a eu des marchands de sommeil. Et à Clichy, il y a encore des marchands de sommeil. Et pendant une époque, il y en a eu beaucoup, beaucoup. Et ces marchands de sommeil ont logé dans les appartements des familles qui n'avaient pas de papier. Et ils en ont profité, ils en ont logé plein par appartement. Donc dans certains appartements à Clichy-sous-Bois, c'est encore le cas, j'en ai vu, il y a une famille par chambre. Donc dans un appartement qui est fait pour, je sais pas, on va dire 6 personnes, il y en a 12 ou 14. Et donc forcément l'appartement se dégrade plus, l'immeuble aussi. Et Madeleine, c'est intéressant parce que c'est une des vieilles qui est restée, quoi. Et son immeuble, il part en lambeaux. Vraiment, il y a une copropriété privée qui est très dégradée à Clichy-sous-Bois, qui s'appelle le Chêne Pointu, qui est une des copropriétés les plus endettées de France. Et elle habite là, et les bâtiments sont très très dégradés. Souvent, il n'y a pas d'ascenseur, donc 11 étages sans ascenseur. Madeleine, elle habite, je sais plus, tiens, je crois qu'elle habite au 8e. D'ailleurs, elle a peur de l'ascenseur parce qu'il tombe souvent en panne, le sien. Heureusement, il est réparé, mais il tombe souvent en panne, donc elle monte à pied. Il y a par exemple, je sais pas pourquoi les gens jettent les ordures par la fenêtre. C'est pas toujours ramassé, ils ont du mal à trouver un gardien. Il y a plein de problèmes. Mais Madeleine, en fait, ce qui est intéressant, c'est que chez elle, elle a gardé son appartement de façon un peu authentique comme c'était autrefois. Dès qu'il y a une fuite, elle colle un gros coquelicot en papier peint, il y a des fleurs partout. En fait, son appartement, il est un peu comme il devait être dans les années 70. Et puis elle a un gros pot de bonbons qu'elle distribue aux enfants. Même quand ils font du bruit, alors bon, c'est vrai qu'elle essaye de parfois les disputer, mais en même temps, elle essaie de garder une bonne relation avec ses voisins. Et elle dit qu'elle quitterait Clichy pour rien au monde, même si la vie se dégrade un petit peu. C'est quelqu'un qui nous a touchés. Une autre personne qui nous a touchés, c'est Fatou, qui habite dans l'hôtel Formule 1, dont je vous ai parlé. Fatou, elle nous a touchés aussi parce qu'on l'a trouvée très combative, un peu comme Giscard. Elle emmène ses enfants à l'école à Paris. Et donc elle emmène son fils à l'école à Paris. Le matin, elle fait 1h30 de transport en prenant la poussette et en emmenant la plus petite avec elle, qui ne va pas encore à l'école. Ensuite, elle rentre le midi parce qu'elle ne va pas rester la journée à Paris. Elle rentre à l'hôtel Formule 1 avec la petite. Et ensuite, avant 4h, elle retourne à Paris récupérer son fils. Et ensuite, elle le ramène. Donc elle fait 6 heures de transport par jour. Elle essaie de trouver des petits jobs. Alors en ce moment, elle vend des cartes téléphoniques à Strasbourg-Saint-Denis. C'est quelqu'un qui a plein d'énergie. Elle reprend ses enfants quand ils parlent mal. Son fils est super bien éduqué.
Elle essaye vraiment de donner une bonne éducation à ses enfants, elle essaye de faire en sorte que, voilà, qu'ils aient une vie meilleure. Et c'est quelqu'un qui nous a touchés. On a trouvé qu'elle était combative. Comme Giscard, comme pas mal de personnes qu'on a rencontrées en fait. Peut-être un autre personnage qui nous a marqué dans la ville, c'est un jeune homme qui s'appelle Tichot. Tichot, c'est quelqu'un qui livre des sandwichs la nuit dans les cités du département de Seine-Saint-Denis. Il a monté un business qui s'appelle la Brigade Anti-Faim, sur le modèle de la Brigade Anticriminalité. Et donc il livre des sandwichs la nuit à des professions qui en ont besoin. Par exemple, ça peut être des policiers qui travaillent la nuit, des gens qui travaillent la nuit dans les hôpitaux. Et aussi, il livre des gens qui traînent la nuit au pied des tours, entre copains, ou parfois il y a aussi des dealers. Et donc, il est assez connu dans le département, les gens ont son numéro, ils appellent et Tichot livre les sandwichs. Et Tichot, il s'appelle Tichot parce que ça vient de thé chaud. En fait, quand il était petit, il est très connu dans le département, comme un modèle d'entrepreneur qui a réussi pour aider sa mère. Il vendait du thé chaud sur le marché et il passait, il criait thé chaud, qui veut du thé chaud? Et donc maintenant, les gens l'appellent Tichot. Ensuite, il a vendu des sandwichs que lui concoctaient ses tantes. Et voilà, ensuite il a acheté un scooter, et puis un jour la police l'a arrêté en lui disant « Dis donc, tu sais qu'il faut s'inscrire quand on vend quelque chose, il faut payer des taxes, etc. C'est illégal ce que tu fais. » Et donc ensuite il a compris qu'il fallait, voilà, il apprend toujours sur le tas. Et ensuite il a acheté une voiture, ensuite il a ouvert un restaurant, et maintenant il a des employés, et il continue. Et c'est intéressant parce qu'il occupe, c'est quelqu'un il fait aussi une sorte de lien social, c'est-à-dire que quand il va dans les quartiers, il demande comment ça se passe. C'est quelqu'un il est assez pacifiste, j'ai l'impression. Et puis, il va dans des endroits où personne ne va parce que peut-être d'autres personnes ont peur. Et donc, du coup, voilà, les gens, je pense qu'ils se sentent valorisés. Ils l'aiment beaucoup. Moi, je l'ai suivi un petit peu dans ses tournées. Et toujours, il était super bien accueilli. Les gens l'aiment beaucoup. Et je sais pas, c'est quelqu'un qui apporte des choses assez positives. Je trouve un peu de joie et puis de considération, d'aller jusque dans des coins où les gens n'osent pas aller. Ça fait du bien, par exemple, aux jeunes quand ils voient arriver Tichot. Voilà, donc peut-être pour aller en allant plus vite, on a rencontré aussi un couple de femmes homosexuelles qui se sont mariées à Clichy-sous-Bois, qui ont monté un club de dance country. Un médecin qui travaille comme un fou, qui se lève à 5 h du matin pour grimper les escaliers de la cité pour aller soigner ses patients. Même quand il n'y a pas d'ascenseur, il y va. Souvent, c'est des vieilles personnes qui ne peuvent pas trop sortir de chez elles, justement parce qu'il n'y a pas assez d'ascenseurs. Lui va les voir. Il y va à 5 h du matin parce qu'il a pris cette habitude à une époque pour éviter les jeunes, les problèmes avec les jeunes. On a rencontré aussi les femmes du hammam, parce qu'il y a un hammam à Clichy-sous-Bois. Donc les frotteuses, les femmes qui sont chargées de frotter, la patronne aussi, qui subit ce que... J'ai pas écrit ce mot dans le livre, mais c'est quelque chose qu'on a constaté, j'appellerais la halalisation des esprits. C'est que, en fait, il y a tout un tas de choses. Avant, on n'en parlait pas, et maintenant, c'est devenu... la haramisation, j'ai des bêtises. Et maintenant, c'est devenu interdit. Par exemple, son hammam, il est déserté parce que déjà, les femmes de la cité ont un peu honte peut-être d'aller dans un endroit où les voisines vont les voir nues, etc., parce que ça va parler. Il y a le côté village, mais il y a aussi ce problème on leur a dit maintenant, le hammam, c'est interdit en fait, c'est haram. Pourquoi? Parce que c'est pas bien de voir une autre personne nue, il faut être couvert, il y a des femmes qui se couvrent pas, normalement on devrait mettre un tissu qui couvre quand même au moins jusqu'aux genoux. Alors, on a essayé de demander aux uns et aux autres, mais pourquoi vous allez plus au hammam, mais qu'est-ce qui va pas? Voilà, ça c'est une des choses qui nous a intéressés par exemple. Et la patronne de ce hammam, elle est tunisienne d'origine. Elle nous disait, moi c'est pas possible, j'en ai marre, plus personne vient dans ce hammam, qui est-ce qui leur a mis ça dans la tête? C'est mieux en Tunisie. Il y avait quand même du monde dans le hammam quand on y allait, mais c'était des femmes qui venaient d'autres villes. Et c'est vrai qu'effectivement, les femmes de la cité aux alentours, elles y vont plus trop. Il y a quelques jeunes dans la ville, mais plus beaucoup. On a rencontré aussi
des habitants de la ville qui sont musulmans et qui essayent de monter un projet de mosquée qui ne s'entendent pas entre différentes associations musulmanes. Il y a à Clichy-sous-Bois, donc je vous l'ai dit, il y a 90 nationalités différentes. Et on a remarqué par exemple qu'au sein des populations musulmanes, il y avait des petits groupes en fait. Et ils ne s'entendent pas trop parce qu'il y a un groupe qui est plutôt turc, il y a un groupe qui est plutôt subsaharien, il y a un groupe qui est plutôt marocain, il y a un groupe qui est plutôt algérien. Et donc voilà, ils ont du mal à s'entendre les uns avec les autres. Voilà, il y a des petites guéguerres, il y en a qui disent bah oui mais si c'est les Turcs qui ont plus d'argent, si c'est les Turcs qui mettent le plus d'argent dans la mosquée, ils vont vouloir faire la prière en turc et pas en arabe, mais il faut aussi le faire en français. Enfin, voilà, ils sont en train de s'accorder sur tout ça parce que la communauté d'agglomération leur a cédé un terrain et maintenant ils sont en train de rassembler des fonds pour essayer de monter une mosquée tous ensemble. C'est un peu compliqué, est-ce que ça va se faire ou pas? Et en attendant, donc nous, les gens qu'on a rencontrés, qui sont des musulmans d'un coin d'une cité qui s'appelle la Stamu, ils ont quand même monté une association, et enfin ça fait très longtemps, ils ont une petite salle de prière. Maintenant ils en ont deux dans 2 appartements qu'ils ont rachetés pour en faire des salles de prière. Et parfois il y a tellement de monde qu'ils ouvrent les portes des appartements et ils prient aussi dans le hall de l'immeuble. Alors ils essaient de créer un passage pour que les habitants puissent quand même rentrer chez eux, ceux qui ne viennent pas à la prière. Et parfois, il y a tellement de monde qu'ils sont obligés encore d'ouvrir et ils prient dans le local poubelle. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui nous... Enfin, ça, je vous le raconte parce que ça m'a marqué. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de plein de choses qu'on a abordées. Alors c'est vrai que ça peut vous paraître un peu... peut-être bordélique, mais c'est ça Clichy. Non, mais en fait, quand Farenguis disait la mixité, c'est très mixte, c'est-à-dire qu'il se passe plein de choses très diverses et que c'est assez dur de le réduire qu'à une vision. Et notre livre, c'est peut-être un petit peu ça aussi. On a essayé de donner, c'est une mosaïque, on a essayé de donner des photographies de plein de choses qu'on a vues. Alors après, c'est pas exhaustif non plus. On n'est pas des chercheuses, on n'est pas des sociologues. Le travail qu'on a fait, alors c'est vrai qu'on a essayé d'aller peut-être un peu plus loin qu'un travail journalistique, mais en même temps on n'est pas sociologue. Et puis c'était aussi un travail très personnel, on a écrit à la première personne, Joséphine et moi, ce qui se fait pas trop dans le journalisme en France. Mais on avait aussi envie de parler un petit peu de nous, de ce qu'on a perçu là-bas, ce qui nous a touchés à titre personnel, aussi par rapport à l'expérience qu'on avait, par rapport au fait qu'on vient de banlieue. Ça nous a rappelé des souvenirs de notre enfance, de notre jeunesse, et puis moi personnellement aussi, comme je suis iranienne, et au-delà d'être iranienne, je suis immigrée, en fait, je suis même immigrée de la première génération, deuxième, je sais plus comment me placer, parce que quand je suis arrivée en France quand j'avais 1 an et demi, en fait, on peut dire que je suis immigrée de la première génération. Je sais pas. Non, deuxième quand même. Il y a peut-être des gens dans la salle qui sont plus spécialistes. Mais deuxième, mais en même temps, je me sens un tout petit peu immigrée de la première génération. C'est-à-dire que moi, il y a une date, j'en parle dans le livre, en fait, j'ai une date d'arrivée en France. Je suis arrivée en France à une date précise. Et donc, voilà, pour moi, c'est important aussi ça. Et je dis ça parce que il y a un jour, on a assisté à, dans le livre on en parle, un chapitre où on a assisté à un atelier avec des jeunes, des personnes qui sont récemment arrivées en France. Donc il y a une association à Clichy qui les aide à apprendre le français. Et puis on a parlé avec eux et on leur posait des questions, puis on faisait un tour de table pour qu'ils se présentent, mais c'était très gênant parce que c'était très formel. Et tous les uns après les autres, donc ils venaient de plein de pays différents, il y avait des Turcs, des Kurdes de Turquie, je crois qu'il y avait un Malien, un Congolais, et une Roumaine aussi. Et les uns après les autres, ils nous donnaient leur nom, leur prénom, leur âge, et ils nous donnaient leur date d'arrivée en France. On leur avait pas demandé en fait, mais je pense que c'est peut-être à force d'être interrogés à chaque fois, de se préparer leur dossier d'immigration, etc. C'est un truc qu'ils retiennent. Et je pense qu'il ne faut surtout pas se tromper en plus, si on remplit des papiers, sinon on peut avoir des petits soucis avec l'administration.
Et donc ils nous donnaient les uns après les autres leur date d'arrivée en France. Et ça m'a beaucoup marqué parce que quelques semaines auparavant, j'en avais parlé avec mon père qui, pour la première fois, je lui ai posé la question en fait. Je lui ai dit, mais tu connais ta date d'arrivée en France? Et puis il a dit tout de suite. Et j'étais très étonnée. Alors j'aimerais presque vous poser la question. Est-ce que vous vous souvenez de votre date d'arrivée en France et vous pouvez la dire tout de suite? Oui. Moi, c'est vraiment... Enfin, je pensais pas en fait que c'était aussi... Je pensais pas que c'était aussi marquant en fait. Non mais c'est vrai, ça m'émeut un petit peu quand j'en parle parce que je pense qu'on se considère comme français, mais qu'en fait on n'est pas tout à fait français. Enfin, c'est une différence. Nos parents ont une date d'arrivée en France et quand on leur demande, ils s'en souviennent tout de suite. Et donc voilà. C'est pour ça que je suis un peu émue. La deuxième génération n'a pas d'accent, peut-être. Mais la première génération a effectivement. Voilà, pardon. Entre autres. C'est pas seulement l'accent. Merci beaucoup, Barbara. J'ai certainement oublié de dire plein de choses, mais peut-être si jamais il y a des questions, je réponds. Reportage et ces rencontres, et à la fois parce que ça renvoyait à des souvenirs, ça renvoyait à une sorte de statut social, comme elle a fini vraiment cette histoire de la date d'arrivée. Je viens de m'apercevoir effectivement que je connais par cœur toutes mes dates d'arrivée ici, et que en fait c'est une date qui marque une rupture et qui marque aussi un renouveau, une naissance peut-être. Donc c'est pour ça c'est un sujet à creuser, ça, vraiment. Pourquoi on se rappelle de sa date d'arrivée en France? Une date de naissance. Comme c'est une date, effectivement, c'est comme une date de naissance, mais c'est vécu à l'intérieur, intimement. C'est pas administratif forcément. Donc voilà. Je pense qu'on a beaucoup de questions et aussi beaucoup de témoignages, beaucoup de souvenirs qui sont venus à la surface avec ce que a raconté Barbara. Mais je pense qu'on peut donner un petit entracte. Et j'aimerais que tu dises aussi comment on peut avoir les exemplaires de ce livre. En même temps, je passe la parole à Barbara pour dire comment on peut avoir ce livre, et ensuite un petit entracte. Alors en fait le livre, apparemment il en reste quelques exemplaires à la FNAC idéale, mais pas beaucoup. Sinon, non mais en fait ce qu'il faut, si ça vous intéresse, vous pouvez aller dans la librairie où vous allez d'habitude et vous leur donnez mon nom, le titre, et puis ils peuvent le commander. Et d'ailleurs c'est pas mal parce que ça nous fera un petit peu de publicité, comme ça les libraires apprendront certains peut-être l'existence de ce livre, et si peut-être ça leur plaira, peut-être qu'ils le liront, peut-être qu'ils en commanderont d'autres exemplaires. Sinon on peut aussi le commander sur Amazon, mais bon, Amazon ils payent pas d'impôts en France, c'est pas... Mais voilà, donc en fait le titre c'est Une année à Clichy, la ville qui rêvait qu'on l'oublie, mais vous pouvez retenir Une année à Clichy et puis avec mon nom, et voilà. Et je suis désolée, j'aurais peut-être dû en apporter quelques exemplaires, mais voilà, j'ai pas eu le temps. Est-ce que tu veux quand même que je donne ces chiffres-là ou pas finalement? Peut-être dans les questions. D'accord, ok, très bien, merci. Merci beaucoup, merci.